Merci, Monsieur le Président. Juste avant, par rapport à ce que disait Jean Mondré, alors Coco, il s'avance et il lui lève le bras, il lui fait scusa. Ça, c'est dans Camus. Mais vous voyez que dans un colloque, on est capable de passer aussi bien du rire aux larmes, mais de manière tout autant scientifique, ou tout aussi scientifique. Donc, parler des disparus civils européens pendant la guerre d'Algérie, ça n'a pas été une mince affaire pour 4 raisons. La première raison, c'est qu'on en parle une première fois de manière... alors, bon, tous ceux qui ont vécu les disparitions, bien évidemment, ils en ont conscience. Mais je veux dire, par rapport à l'historien et par rapport au contexte, la première fois où on donne un chiffre sur ces disparus, c'est un rapport de l'ambassade de France à Alger, au 30 avril 1963, ce rapport dresse l'état des disparitions en Algérie, mais uniquement à partir du 19 mars. C'est-à-dire tous ceux qui ont disparu avant, probablement en quantité négligeable. Et donc du 19 mars à 62 au 30 avril 63, l'ambassade va recenser un peu plus de 3000 disparitions, 306, dont 306 tués, 969 retrouvés et 1818 manquants. Et ce que dit le rapport, et à l'époque ça passe complètement inaperçu, ce rapport, on le retrouve dans les archives, mais personne ne s'en préoccupe véritablement. Il dit une chose, il dit si les enlèvements sont réguliers, ils ne se distribuent pas de manière égale d'un mois sur l'autre. Ainsi, du 19 mars 62 à la fin septembre 62, c'est-à-dire entre la période un peu intermédiaire, c'est pas encore l'indépendance, et puis les 2 ou 3 mois qui suivent l'indépendance, on a 86% du total des enlèvements. Et les seuls mois de mai, juin, juillet, 75%. Donc il y a bien une volonté entre mai, juin et juillet de faire, d'appliquer cette terreur pour que les gens encore sur place partent. Donc on en est là, et ce chiffre va rester pendant des années, le chiffre un peu officiel. Alors bien entendu, de leur côté, les familles des disparus s'étaient montées en association dès 1962 et avaient alerté les autorités publiques qui avaient décidé fin 63 un déni complet d'histoire. Il n'y a plus de disparus en Algérie, tout le monde est mort. Donc ne revenez pas, ça ne sert à rien de remettre ça sur le tapis, tout le monde est mort, et on encourageait de plus en plus, surtout des femmes de disparus, d'aller au tribunal de Nanterre, pour la plupart du temps, ou dans les tribunaux, pour se faire donner un acte déclaratif de décès, pour pouvoir continuer à vivre. Mais pour l'État, on ne parle plus, pour le gouvernement d'époque, on ne parle plus de disparus. La seule fois où, dans les archives, on voit reparler des disparus, c'est en 64. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui interpelle le Vatican en lui envoyant un dossier sur l'ensemble des disparus et demande au Vatican si les antennes religieuses en Algérie peuvent l'aider à résoudre quelques cas particuliers. Aucune réponse. En tout cas, j'ai retrouvé aucune réponse du Vatican. Ça a dû se faire. Donc, on plante le débat. Il y a un certain chiffre, un certain nombre qui est donné de disparus, mais c'est terminé. Il n'y a plus de disparus. L'État considère qu'il faut passer à autre chose. Et donc, on laisse des familles dans la douleur et la souffrance parce que ces familles-là ne savent pas ce qui est arrivé. Cependant, de quoi et de qui parle-t-on quand on parle de disparus? Et ça, c'est important, vous allez voir, parce qu'on définit toujours un disparu parce qu'il n'est pas. Il n'est pas un enlevé,
même s'il a fallu procéder à son enlèvement. Mais l'enlèvement se différencie de la disparition parce que l'auteur de l'enlèvement finit toujours par se manifester, va revendiquer l'enlèvement en demandant une rançon ou un échange de personnes. Donc le disparu, l'enlevé, réapparaît. Un disparu n'est pas non plus un détenu, légal ou illégal, tenu au secret, parce que, au final, les autorités sont obligées de reconnaître à un moment donné la détention de la personne. La disparition est à la fois un enlèvement, une mise en secret, une privation de liberté, mais doit s'accompagner d'une dénégation complète de celui qui s'est livré à l'enlèvement. Hein, mais non, il n'y a pas d'enlèvement, parce qu'il n'y a pas de disparu, il n'y a rien. Montrez-moi où est le corps. Et si on s'arrange pour qu'on ne retrouve jamais de corps, donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'enlèvement, puisqu'on ne retrouve pas de corps. Donc, cette dénégation est quand même très importante, parce que l'Algérie, dès 1962, va dire toujours qu'il n'y a jamais eu de disparu, puisqu'on ne peut jamais montrer un corps quelconque. Alors pourquoi je dis que c'est important? Parce que là aussi, pareil, on fait un grand bond dans l'histoire. C'est-à-dire que pour l'État de 1963 à 2005-2006, on ne parle pas de disparus, on ne veut pas en entendre parler. Mais pareil pour les Nations Unies qui parlent de disparition forcée. Alors, il faut attendre décembre 1978 pour qu'on parle de disparition forcée. Et la disparition forcée, en 1998, la Commission de droit international reconnaît, ça c'est important parce que ça fait complètement écho à une prise de parole dernièrement d'un candidat à la présidentielle. En 1998, la Commission de droit international reconnaît la disparition forcée comme une violation systématique des droits de l'homme. Et la même année, le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale inclut la disparition forcée dans la liste des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. On se serait peut-être tombé de cible que ça ne m'étonnerait pas. Donc, dans quel contexte se passent ces enlèvements? Alors, on a bien fait le tour, et Guy Pervier peut-être en parlera, va en parler peut-être beaucoup mieux et plus que moi. Le contexte de la guerre d'Algérie n'est pas un contexte différent de toute autre guerre. Dans toutes les guerres, vous avez des massacres, des viols, des disparus, etc. Mais là, il y a une guerre multiple, guerre de révolution, guerre d'indépendance, guerre civile, guerre fratricide, guerre idéologique où se mêlent en même temps des références anticolonialistes et anti-occidentales, mais aussi des références islamiques. Et moi, je pense aussi, mais on en parlait un peu ce matin, que cette indépendance de l'Algérie, ou cette guerre de l'Algérie, est aussi une guerre avec, en arrière-pensée, le terme de reconquista. La reconquête espagnole, qui s'est fait quand même, enfin sur l'Andalousie catholique, sur les musulmans, ça s'est fait plusieurs siècles après. Et qu'est-ce que cette reconquista espagnole? C'est, on va non seulement reconquérir les territoires qu'on nous a volés, mais aussi on va reconquérir les âmes et les esprits. Et pour la guerre d'Algérie, quand on lit le Moudjahid, on s'aperçoit bien que ce mot de reconquête apparaît régulièrement et apparaît dans le sens de reconquête espagnole. Donc cette guerre aussi, c'est aussi, en tout cas, une guerre où le religieux est très important. Alors, on voit toujours dans une histoire et dans une guerre
les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Ça, c'est toujours le cas. Et la guerre d'Algérie n'en fait pas exception. Donc on a les bons d'un côté, qui sont les méchants. Et les méchants, ce sont les Français. Et dans les Français, il y a les militaires, surtout entre 54 et 62, 61, début 62. Et puis, à partir de 61, les Français, les méchants, qui sont français, c'est l'OAS. Mais à partir de 61. Et on ne voit pas que de 1954 jusqu'en fin 62, des pratiques analogues, voire plus raffinées, entre guillemets, hein, de torture, sont perpétrées dans l'autre côté, dans l'autre camp, mais apparemment, dans l'idéologie de l'époque, enfin même pas apparemment, dans l'idéologie de l'époque, il y a ceux qui sont tués dans le sens de l'histoire, tant pis pour eux, hein. Ce sont les méchants, et ceux qu'on ne doit pas tuer parce qu'ils ne sont pas dans le sens de l'histoire, donc ceux-là, ils doivent être... ce sont des héros. Donc, on a comme ça, en ce qui concerne cette guerre d'Algérie, tout un travail à faire sur, non pas seulement la torture, mais les tortures, mais aussi tout ce qui est exaction de tous côtés. Hein, exaction de tous côtés. Et dans ces exactions, les disparus sont une forme importante ou un élément important de la terreur et du terrorisme. Parce que la terreur ou le terrorisme peut toucher n'importe qui. On ne sait jamais, on se réveille un matin et puis ou à midi, il y a quelqu'un qui ne revient pas, c'est notre voisin d'en bas, mais pourquoi lui et pas celui d'au-dessus? Pourquoi lui et pas celui d'à côté? Et pourquoi pas nous dans 2 jours ou 3 jours ou 10 jours? Donc, la guerre d'Algérie, c'est aussi une lente imprégnation d'une certaine terreur, hein, et d'une certaine peur, d'une grande peur. Alors, ça ne se passe pas partout de la même manière. Hein. Vous avez des zones, et surtout les zones dans le bled, parce que les disparitions, en tout cas les enlèvements, commencent dès 1955, jusqu'en 1961, principalement, ce sont les campagnes qui sont touchées. Et là, on a quelques chiffres, c'est pas important. Hein. Mais là, le disparu a une autre forme. C'est que c'est un disparu dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va servir peut-être de monnaie d'échange, ou alors il va servir pour permettre à certains groupes de pouvoir s'échapper. Un cas qu'on voit réapparaître dans les archives du service historique de la Défense. Un groupe ALN attaque une ferme. Ils prennent 3-4 personnes. Selon l'armée n'est pas très loin, elle les prend en chasse. Ils tuent les 3-4 personnes, ils les jettent, et ça retarde l'armée. Ça retarde l'escouade de l'armée française qui va s'arrêter pour ramasser les corps, etc. Ça leur permet de s'échapper. Mais là, on est sur des chiffres relativement faibles. Hein, relativement faibles. On n'a pas encore commencé. En 1955, on a 13 disparus. Hein, ça ne veut pas dire 13 enlevés. Hein. On a beaucoup plus enlevés, on a beaucoup plus de morts. Mais 13 disparus, c'est-à-dire que depuis 1955, on ne sait pas ce que sont devenues ces 13 personnes. En 56, 54. En 57, 81. En 58, on retombe. 58, 59, il y a moins de disparus. Mais on est toujours dans les bleds. Hein, on est toujours dans la campagne, en majorité. 54 en 58, 35 en 59, 18 en 60. Mais ça s'explique. L'armée a commencé déjà en 60 à se retirer du bled. Et donc,
et l'armée s'étant retirée, la population aussi s'est retirée, donc il y a moins de personnes enlevées. 61, ça remonte, 39. Puis on arrive en 62. Alors jusqu'au 18 mars 62, hein, dans un premier trimestre, on en a 38. Donc déjà, on a en un trimestre ce que nous avions pour 61. Mais là où c'est très intéressant, et là où ça interpelle l'historien, c'est que du 19 mars 62 au 3 juillet 62, on a 593 disparus. C'est-à-dire qu'en un trimestre, hein, on a 15 fois plus qu'en 61, par exemple. 15 fois plus. Et du 4 juillet au 31 décembre 62, on est à 660. C'est-à-dire que les disparitions sont plus importantes à un moment donné où, justement, il devrait y avoir la paix, puisqu'on est après le 5 juillet, donc il devrait y avoir moins de disparus et moins de morts aussi. Hein, il y en a, les morts, c'est aussi très élevé après le 19 mars. Donc, on a une augmentation considérable de ces enlèvements et de ces disparitions. Et les mois les plus importants, c'est mai, juin, juillet. C'est-à-dire qu'on est en plein dans les accords d'Évian, et donc avec un non-respect total des accords d'Évian. En tout cas, les disparus sont un élément où on peut dire que les accords d'Évian n'ont pas été du tout respectés. Alors, ils n'ont pas été respectés pour autre chose, hein, pour les exactions, pour le nombre d'églises et de synagogues pillées. Un rapport qu'on retrouve au service historique de la Défense, hein, dit qu'à part trois synagogues, celle de Tlemcen, celle d'Oran et celle de Constantine, toutes les autres synagogues ont été pillées ou souillées. Et le nombre d'églises catholiques, la même chose. Donc, on a comme ça des exactions qui sont diverses. Alors, pourquoi on enlève des personnes? Alors là, c'est encore plus multiforme. Alors moi, je passe quand même sur la personne qui a été enlevée parce qu'on veut lui voler sa voiture. C'est possible. Mais dans ces conditions, pourquoi se livrer à un effacement du corps? Parce qu'à la limite, on peut le tuer et puis c'est tout. Et puis on lui prend quand même la voiture. Je ne vois pas pourquoi on irait très loin pour lui voler sa voiture. Donc, je crois que ça rentre aussi dans une volonté. Alors, il n'y a pas de gouvernement algérien, hein, du 19 mars au 5 juillet. Et du 5 juillet jusqu'à fin septembre, il n'y a pas non plus vraiment de gouvernement algérien, puisqu'on est dans une anarchie complète. Mais il y a quand même une volonté peut-être diffuse, mais à mon avis consciente, de faire en sorte que cette terreur-là soit à même de faire partir les pieds noirs, enfin les Français d'Algérie encore présents. Et c'est ce qui se passe. Hein. Chaque fois qu'on a un événement très marquant relayé par les journaux, ben, le lendemain, on a une fuite, un exode massif. Hein. Donc on est bien dans une volonté de faire partir les personnes. Alors, maintenant, quelles sont les zones, hein, où l'on enlève le plus de personnes? Ben, c'est le département d'Alger qui vient en priorité, Oran, Orléansville, mais entre Alger et Oran, on a 75% 76% des disparus, hein, entre Alger et Oran. C'est-à-dire que c'est sur les grandes villes que se portent ces exactions. Hein, parce qu'après, on en a très peu. Alors, on pourrait se dire, par rapport à ces disparus, qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que
l'armée française était au courant? Est-ce que le gouvernement français était au courant? Est-ce que les dirigeants des wilayas étaient au courant? Moi, je peux vous le dire, ils étaient tous au courant. Ils savaient tout ce qui se passait, mais de manière même précise. C'est-à-dire que la gendarmerie et les militaires français savaient exactement où était telle personne, dans quel camp, ou dans quelle maison on était en train de le torturer. La villa La Perlier à Alger, par exemple. On le sait très bien. Hein. Mais l'ordre est, on n'intervient pas parce qu'on a des commissions qui sont chargées de gérer ce problème-là. Mais dans la plupart du temps, toutes les commissions sont vouées à l'échec, à part celle d'Orléansville qui fonctionne à peu près. Sinon, toutes les autres commissions n'aboutissent pas à libérer des quelconques personnes. Donc, on est dans un déni total de la part des gouvernements algériens, quelles que soient les dates. Les commissions mixtes sont complètement impuissantes. Ça ne fonctionne pas. L'État français a décidé qu'il n'y a plus de disparus, il n'y a que des morts. Et ça laisse comme ça des familles dans le désarroi pendant 50 ans. Jusqu'en 2006-2007, où on a recommencé à retravailler un petit peu sur les disparus grâce à l'ouverture d'archives. Et ça, c'est important parce que les archives sont très nombreuses, sont très détaillées, sont très importantes, et ça nous permet de dire que cette histoire des disparus, j'en ai écrit un gros chapitre, mais qu'on peut continuer à l'écrire. Il y a encore des choses à redécouvrir, il y a encore un travail à faire sur les archives. Je déconseillerais à aller dans les archives, par exemple, de la Croix-Rouge internationale à Genève, qui a de très bons rapports sur la torture, sur les tortures, mais par rapport aux disparus, ils le disent eux-mêmes, on s'est fait rouler dans la farine, on indiquait qu'on allait voir tel camp, mais on apprenait que la veille au soir, tous les prisonniers avaient été enlevés du camp, avaient été mis ailleurs, et donc quand on arrivait là, on ne trouvait personne. On disait, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Voilà. Mais ils le disent avec une honnêteté, ce sont des négociateurs suisses qui le disent, avec une honnêteté désarmante, parce que ils disent qu'ils ont été complètement enroulés dans la farine. Alors aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a toujours d'infatigables personnes, vous avez cité Colette Ducos-Ader, mais d'autres aussi qui travaillent sur ce sujet délicat, parce que chaque fois qu'on arrive à délimiter des cas, on essaye d'en savoir un peu plus, savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'on a retrouvé le corps? Et moi, ça m'a permis d'établir comme ça 3 listes. La liste de ceux pour lesquels ce sont vraiment des disparus. Et j'ai tenu à mettre la liste des noms. Parce que vous savez, quand on écrit, on dit il y en a 1600 et quelques. Et puis, il y en a qui vont dire, ben non, il y en a 3000 de plus. Ben non. Voilà. Ou d'autres qui disent, mais non, vous dites 1700, mais donnez-moi les noms. Ben, au moins, comme ça, on donne les noms, on sait. Ça permet des deux côtés, ceux qui veulent faire la surenchère ou ceux qui veulent complètement minimiser cette histoire, là, d'être au moins mis devant le fait accompli. Et puis, il me reste une centaine de noms pour lesquels je ne sais pas. Ils sont disparus, je ne les retrouve nulle part. Il y en a quelques-uns que j'ai retrouvés en Israël, d'autres que j'ai trouvés en Argentine, d'autres que j'ai trouvés en Corse. N'allez pas me faire dire que la Corse est un maquis et qu'on ne retrouve pas les personnes. Mais voilà. Mais aujourd'hui, on a encore sur 1500 et quelques personnes vraiment disparues, et dans lesquelles il n'y a pas que des hommes.
j'ai comptabilisé 157 femmes, hein, et une trentaine d'enfants, hein, dans ces disparus. Hein. Voilà. Donc, sur ces personnes qui ont disparu, j'en suis, je vous le donne à peu près, j'ai 1596 personnes vraiment disparues aujourd'hui. Après, j'en ai 170 personnes que j'ai notées, moi, au sort incertain. Mais sur ces 170, j'en enlève 41. Parce que 170 personnes, dès le départ, il y a des demandes de famille, surtout au ministère des Affaires étrangères, dès 62-63, des demandes de recherche. Et puis, la famille dit non, non, ne recherchez plus. Ne recherchez plus, on n'a pas envie que vous recherchiez. Bon, alors dans les 41 cas que j'ai retrouvés, les 41 cas sont passés par Alicante, par les Baléares, par Alicante ou par Madrid. En fait, ils n'étaient pas disparus, ils étaient partis, c'est souvent des jeunes. Ils étaient partis, et puis 2-3 ans plus tard, la famille a eu des nouvelles, donc elle a fait cesser la demande de recherche. Mais il n'empêche que 170 moins 41, il m'en reste 130 à retrouver. Parce que là, je n'en sais rien. Et puis vous avez des familles dont un membre a été enlevé et disparu. Et la famille, depuis 1961-62, a vécu dans le fait que c'était une disparition. Il n'était pas mort puisqu'il avait disparu. Hein, alors même que les autorités consulaires avaient retrouvé parfois les corps, les avaient presque toujours inhumés, mais avaient omis d'avertir la famille en France. Et que vous avez des familles qui ont vécu pendant 50 ans dans cette angoisse de dire on ne sait pas où il est, etc. Et avec l'apparition de mon livre, ça leur a permis de dire oui, là, il est mort. Il est vraiment mort parce qu'il a son nom quelque part. Hein, il a son nom quelque part. Et cette histoire des disparus me semble vraiment très pertinente pour aborder l'histoire de la guerre d'Algérie, parce que ça nous permet vraiment de donner, en fait, une vraie dimension autre que la dimension de guerre classique qu'on donne habituellement à cette guerre. Et moi, je pose la question, et ce sera ma conclusion, qu'est-ce qui fait que l'histoire de ces disparitions s'est effacée? Qu'est-ce qui fait que ça s'est effacé? Pourquoi les différents gouvernements n'ont pas cherché à comprendre, à essayer très tôt de tisser des liens avec les gouvernements algériens? Et pourquoi ils n'ont pas essayé de comprendre les concitoyens qui avaient vécu ce drame-là et expliquer cette histoire? Pourquoi a-t-on laissé au groupe mémoriel la prise en main de cette histoire? Parce que chacun se renvoie ses morts. Hein, depuis 50 ans, c'est ce qu'on a. Pourquoi enfin, et ça c'est une question que je poserai toujours à mes collègues, pourquoi enfin les historiens eux-mêmes, tout en critiquant les surenchères mémorielles, n'arrivent-ils pas à proposer un travail scientifique à moins de s'enfermer dans des postures tout autant idéologiques, ou parfois davantage idéologiques que scientifiques? Alors, on est à une table où j'ai la chance d'avoir Jean Mondré et Guy Pervilliers, et je sais que Guy Pervilliers, c'est pas quelqu'un qui s'enferme dans une posture idéologique. Alors là, j'en suis certain en lisant ses ouvrages, mais aussi en le connaissant un petit peu. Et voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai bien conscience, M. le Président, que
par rapport aux Pataouettes, j'ai cassé un peu l'ambiance. Mais à un moment donné, les choses doivent être dites, qu'elles soient pour le rire ou pour les larmes, ou pour parfois aussi des cris de colère. Et l'historien a un devoir, il a aussi le devoir de dire les choses, il a un devoir de parole, et plutôt que de se balancer le devoir de mémoire, le devoir de ci, il a un devoir de parole par rapport à ce qu'il apprend, par rapport à ce qu'il sait, par rapport à ce qu'il analyse. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Jordi. C'était vraiment d'aller au fond des choses. Et tout à fait extraordinaire, c'est l'instrumentalisation du disparu. C'est ça qui est le plus intéressant, enfin qui est très particulier. Et l'instrumentalisation dans la guerre, comme phénomène de guerre. Et puisque vous dites les 3 questions que vous posez, il y en a peut-être même 4, sont effectivement des questions qui sont sur le tapis, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas réglées. Néanmoins, ce qui est quand même tout à fait réconfortant, et je dirais qui incite quand même à l'optimisme, c'est que plus on s'occupe de ces disparus, moins ils sont morts. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on les maintient en vie artificiellement, mais c'est qu'on établit sur eux un devoir de recherche et un devoir d'attention, et finalement un devoir d'hommage. Je crois, Monsieur le Président, qu'on les inscrit dans l'histoire. Voilà, c'est ça qui est important. Été en dehors de cette histoire. Voilà, c'est ça qui est important, et la façon dont vous le posez me paraît la bonne façon, sans idéologie, mais en même temps, vous mettez chacun devant ses responsabilités. Et comme vous le dites justement, la distinction là entre mémoire et histoire s'efface. C'est le devoir de recherche qui constitue la clé de cette distinction. Et là, je pense que c'est tout homme objectif et tout homme honnête, et surtout s'il est en charge de ces secteurs, doit rentrer dans ce devoir de mémoire. Merci beaucoup de maintenir ces disparus dans un état de vie peut-être virtuel, mais c'est le meilleur hommage que nous puissions leur rendre. Voilà. Nous allons enchaîner tout de suite. Je crois qu'on ne va pas poser des questions maintenant parce que M. Pervilliers doit faire son intervention. Il est dans la même ligne que vous, M. Jordi, c'est-à-dire que c'est une question très importante que tout le monde se pose et à laquelle je ne pense pas qu'il y ait une réponse tranchée, s'il y a une réponse. Mais en tout cas, nous allons demander à cet historien éminent qu'est Guy Pervilliers de nous donner les éléments d'approche de cette question. Monsieur Pervilliers, vous avez la parole.